Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au sommaire d'À la source ce soir, la révolte du pape face au drame des centaines de migrants noyés dans la Méditerranée et ceux qui ont été exécutés en Libye parce qu'ils étaient chrétiens. Le début de l'ostension du Saint-Suaire à Turin, ostension qui s'étendra jusqu'au 24 juin. Et puis nous vous proposerons un reportage sur la bourse de l'aventure chrétienne. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et son invité pour le dossier du mardi. Alors Cyril, quel thème a retenu votre attention ? Alors chaque journée ou presque, la Méditerranée engloutit des migrants qui tentent d'aborder les côtes européennes. Comment arrêter cette hécatombe? Nous en parlons dans quelques minutes avec Jérôme Vignon, qui est président de l'Observatoire national de la pauvreté. Le cœur de l'actualité de ces derniers jours, c'est bien sûr la tragédie des innombrables migrants qui ont perdu la vie en tentant de traverser la mer Méditerranée. Dimanche, le naufrage d'une embarcation au large des côtes libyennes a causé la mort de 800 personnes selon les autorités italiennes. Le pape a bien sûr réagi dimanche lors du Regina Coeli. On l'écoute. Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, cercano una vita migliore, cercavano la felicità. Vi invito a pregare in silenzio prima e poi tutti insieme per questi fratelli e sorelle. Autre drame sur le territoire libyen, cette fois-ci, la publication sur des sites djihadistes d'une nouvelle vidéo glaçante. Elle montre au moins un groupe de 12 hommes égorgés sur une plage et un autre groupe de 16 hommes tués par balle dans une zone désertique. Il s'agit de migrants éthiopiens. Cette vulnérabilité des communautés chrétiennes face aux islamistes est due pour beaucoup à l'instabilité politique en Libye, comme nous l'explique un prêtre sur place. Some of them, they're afraid to come to the church. There are some, also the Copt Egyptians that after what happened with the Egyptian Christian in Sirte, a lot of them also here from our hospital, a lot of them, they left because they are afraid. Still there are some Christians, so we want to stay here, we want to pray with them, give them some spiritual comfort, some spiritual supporting, because there is no other way. It has no powers, and nobody can give us protection if we are too weak to do something. Mais qui sont ces chrétiens éthiopiens et pourquoi sont-ils prêts à mourir pour leur foi? La réponse du père Samir, islamologue. Ils s'attaquent aux plus pauvres, aux plus faibles. Et surtout s'ils portent la croix. Et en Éthiopie, on porte des signes chrétiens. Ils ont refusé de se convertir, donc d'être des apostats. Et c'est ça le vrai sens du martyr. Ces chrétiens sont des chrétiens vraiment qui ne cèdent pas. La foi pour eux, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et il ne vient pas à l'esprit d'un chrétien de nos régions de renier sa foi. Et s'il faut donner sa vie, on ne deviendra pas musulman. A noter que suite à ce massacre, l'Élysée a condamné ce meurtre abominable en Libye de 28 personnes en raison de leur foi chrétienne. Une différence notable par rapport à la réaction de François Hollande après l'exécution de Coptes égyptiens en février dernier. Il n'était pas précisé que les victimes étaient chrétiennes.
C'est un événement exceptionnel qui se déroule en ce moment à Turin, l'ostension du Saint-Suaire. Ce dimanche, Monseigneur Nosiglia, archevêque de la capitale piémontaise, a officiellement ouvert l'événement jusqu'au 24 juin et donc pendant plus de 3 mois, curieux et fidèles pourront admirer et se recueillir devant le tissu. 1 million de personnes se sont déjà inscrites. Reportage. Un visage au front marqué par les épines, les mains, les pieds et le côté transpercé, le corps flagellé. Pour l'ouverture de l'ostension ce dimanche dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, tous les regards étaient tournés vers l'homme du suaire, dont le supplice correspond trait pour trait au récit de la passion livrée par les évangélistes. À l'extérieur, une foule importante n'avait pas pu entrer mais a entendu l'appel prononcé par Monseigneur Nosiglia dans son homélie. Non solo gli occhi fisici, ma soprattutto quelli del cuore, per scoprire e vedere in modo così mirabile i segni della passione e morte del Signore che questo sacro telo contiene. Tu in quel momento davanti alla sindone contempli, vedi, guardi, o meglio, come ci ha detto Papa Francesco nel suo messaggio, è Lui che ti guarda, è quel volto che ti dice guarda quanto io ti ho amato e quanto quest'amore può diventare fonte di gioia, di speranza per te, anche per i tuoi cari e per la tua anche società. Dans le centre de Turin, les affiches de l'événement ont fleuri partout. On peut y lire « Un amour plus grand », le thème de l'ostension choisi par les jeunes du diocèse. La sindone per me è il volto dell'amore più grande, ma è il volto di Gesù. A livello scientifico ci sono cose che possono affermare che sia la sindone che abbia ospitato il corpo di Gesù e altre che lo possono negare. Per me non è importante, nel senso che la fede completa quello che la scienza non può, per cui la scienza non può dare risposta. Le mystère demeure derrière ce tissu de 4,36 m sur 1,10 m. Il n'en reste pas moins, selon les mots de Jean-Paul II, un miroir de l'Évangile, ou selon ceux de Benoît XVI, une icône écrite avec le sang. Le pape François, lui, se rendra à Turin fin juin pour y vénérer la relique. À retrouver sur notre antenne un long reportage sur cet événement jeudi 30 avril. Hier matin, le pape François a reçu une délégation de la conférence des rabbins d'Europe, au lendemain d'ailleurs de la mort de Elio Toaff, qui fut grand rabbin de Rome de 1951 à 2001 et ami de Jean-Paul II. Cette rencontre est intervenue dans un contexte de crise pour les chrétiens d'Orient, avec notamment, on en parlait, la diffusion de vidéos de l'assassinat de chrétiens éthiopiens et la montée de l'antisémitisme en Europe. Il y a eu un discours assez formidable du président de la conférence des rabbins européens, le grand rabbin Goldschmidt, qui a rappelé la position du judaïsme, qui est toujours force d'apaisement et qui se trouve confronté à la violence d'un côté et de l'autre. Et il y a une réponse du pape assez formidable sur le fait qu'on partage nos inquiétudes, mais on partage aussi nos responsabilités, et qu'il y a une obligation à essayer de trouver un engagement pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter en fait contre l'indifférence de la société. Vous connaissez certainement la Bourse de l'aventure chrétienne, une opération dont KTO est l'un des partenaires. Les candidatures pour obtenir cette bourse sont ouvertes jusqu'à fin mai. Parmi les membres du jury, Marie-Alix et Mathieu Charvet, ils étaient partis en janvier 2013 pour une traversée de l'Eurasie de 9 mois, après avoir eux-mêmes remporté le prix du public Rencontre. Depuis leur retour en France il y a 1 an et demi, de nouvelles aventures se sont présentées à Mathieu et Marie-Alix. La première s'appelle Joseph, un dynamique petit garçon de 9 mois. La promotion de la bourse de l'aventure chrétienne représente un autre défi pour le jeune couple. Ils en ont rejoint le jury. Cette bourse est réservée aux gens de 18 à 30 ans. Il faut partir en itinérance et minimum 3 mois. Le but, c'est d'aller rencontrer des chrétiens. Donc il y a une part vraiment chrétienne évidemment qui est importante, parce que le but de la bourse, c'était de pouvoir financer des projets chrétiens, et ce qui est difficile à faire par des entreprises qui ont du mal à se mouiller généralement dans ce genre de domaine. Avec la bourse de l'aventure chrétienne, plusieurs milliers d'euros seront distribués aux aventuriers chrétiens. Cette somme avait aidé Marie-Alix et Mathieu à vivre une expérience hors norme. On a été accueillis dans une yourte pendant une nuit. Ça nous a enrichis énormément, déjà par le voyage en lui-même, la découverte voilà, de l'autre, le fait d'être toujours avec son sac à dos, dans les trains, etc. Donc ça nous a donné forcément quelque chose, mais aussi de manière plus spirituelle, évidemment, tous ces couples qui ont témoigné vraiment de la place centrale de Dieu, et qu'on a pu en plus le voir, puisqu'on vivait chez eux, qui était très forte, notamment chez les orthodoxes en Russie, par exemple.
Ça nous a quand même donné un peu matière à réfléchir et on s'est dit qu'il y avait quand même du boulot encore dans notre vie de couple à nous. Pour recevoir la bourse cette année, il est encore possible de s'inscrire jusqu'au 31 mai prochain. Le début du voyage devra avoir lieu dans les 12 mois qui suivront. Singapour, et là on a pris l'avion. Vie de l'Église en France maintenant, le diocèse d'Orléans a organisé samedi à la cathédrale une rencontre sur le thème de l'accompagnement des familles. Aux côtés de l'évêque Monseigneur Blacard, des intervenants de renom ont pris la parole comme Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. Quelles leçons ont tiré les participants? Témoignage. C'est important pour moi d'être là parce que j'ai une grande espérance pour l'Église. Je pense que la fragilité peut apporter quelque chose à l'Église aujourd'hui. Chacun devrait pouvoir être accompagné selon le moment où il en est dans la vie. Un jour on est malade, un jour on est en carafe intellectuellement ou moi je sais pas, enfin, et ça m'a fait du bien de l'entendre. Moi j'étais très touchée déjà par cette grande invitation que l'Église soit au plus proche, en compagnonnage et d'avancer ensemble et qu'on a beaucoup à s'apprendre mutuellement. Moi c'est ma petite idée de dire pourquoi pas inviter un enfant aux prochaines vacances avec nous. L'actualité de l'Église en France ce week-end, c'est aussi l'installation de Monseigneur Giraud comme nouvel archevêque de Sens-Auxerre. Après 7 années passées à diriger le diocèse de Soissons, Monseigneur Giraud est également le nouveau prélat de la Mission de France. Une vingtaine d'évêques, le nonce apostolique et des centaines de fidèles étaient présents. On va parler maintenant du procès en béatification de Marthe Robin. Déclarée vénérable en novembre dernier, le dossier définitif concernant le miracle dont la reconnaissance permettrait la béatification de Marthe Robin avait été déposé au Vatican, mais la Congrégation pour les causes des saints avait demandé des compléments. Le dossier a enfin été accepté selon un communiqué diffusé hier par la Conférence des évêques de France. Samedi dernier, le pape a reçu en audience le président de la République italien, Sergio Mattarella. Il s'agissait de leur première rencontre depuis l'élection du président chrétien-démocrate le 31 janvier dernier. On écoute l'analyse de notre confrère de l'agence Immédia à Rome. Bonjour, si je vous dis Silvio Berlusconi ou encore Matteo Renzi, il y a fort à parier que vous connaissiez ces noms. En fait, les présidents du Conseil en Italie, les chefs du gouvernement détiennent tout ou partie du pouvoir exécutif. Mais connaissez-vous le nom du président de la République italienne qui, en vertu de la Constitution, en fait est un homme plutôt neutre? Sergio Mattarella. Il a 73 ans, il a été élu par le Parlement fin janvier et à peine plus de 2 mois après son élection, il vient de franchir les murs du Vatican, petite enclave de 44 hectares au beau milieu de son propre pays, et cela afin de rendre visite au pape François. Alors depuis les accords du Latran 1929 qui régissent les rapports entre l'Italie et le Saint-Siège, ce type de rencontre est systématiquement scruté ici à la loupe. Loin des affaires de corruption dans laquelle était empêtrée la démocratie chrétienne, entre autres dans les années 90, ou encore l'ère Berlusconi qui a quelque peu embarrassé le Vatican, les rapports semblent apaisés. Alors au Vatican, bien sûr, on veille, mais la présence au palais du Quirinal d'un président discret, catholique convaincu, rassure sur la colline du Vatican. Lors de cette solennelle visite d'État, le pape François et Sergio Mattarella ont surtout partagé dans leur discours l'inquiétude pour les milliers de migrants qui, on le sait, ne cessent de débarquer sur les côtes italiennes et ceux qui meurent par centaines au milieu de la Méditerranée. Le président italien a rappelé que le pape s'était rendu dès le début de son pontificat sur l'île de Lampedusa auprès des migrants et il l'a remercié de sa proximité. Le pape, lui, a salué l'engagement incessant de l'Italie pour sauver des vies. Il s'est inquiété aussi du manque d'implication de la communauté internationale, de l'Europe en particulier. L'autre volet sur lequel le pape a insisté, c'est le chômage. Il a assuré que le manque de travail chez les jeunes devenait un véritable cri de douleur. Et puis il a appelé les pouvoirs publics, les entrepreneurs privés et l'Église à se saisir de cette question cruciale. Alors vous avez compris, l'immigration, le travail en particulier, le pape s'est montré particulièrement proche des difficultés que vit en ce moment la péninsule italienne. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette semaine dans Chronique du Monde, Régis Hanouille nous parle des Philippines, confrontées au problème de l'émancipation de la communauté musulmane de l'archipel qui se revendique de la patrie de Bangsamoro sur l'île de Mindanao.
Dans ce pays très catholique, 85% des 100 millions de Philippins sont catholiques, la minorité musulmane, environ 5% de la population, s'estime marginalisée et revendique depuis une quarantaine d'années la création d'une région autonome dans le sud philippin, à Mindanao. Depuis les années 70, le conflit est ce que l'on pourrait appeler un conflit de basse intensité. Les opérations militaires contre les groupes armés n'y sont pas permanentes, mais les accès de fièvre maintiennent cette région dans un état de sous-développement et de violence inquiétant. Après de nombreux espoirs déçus, un accord de paix a été signé en mars 2014, il y a un peu plus d'un an, entre Manille et le Front Moro de libération islamique. Les négociations continuent et c'est désormais au Parlement philippin de se prononcer sur la loi fondamentale sur le Bangsamoro. Le président Benigno Aquino a fait du succès de ce plan l'une des priorités de son mandat. Il doit aboutir à un succès avant 2016 et les prochaines élections présidentielles. C'est dire si ses adversaires politiques l'attendent en embuscade au Congrès et agitent le spectre d'un démantèlement du territoire national. Dans ce contexte troublé et politiquement délicat, l'Église catholique s'engage pour la paix, bien sûr, mais elle prend garde à ne pas s'engager directement sur le terrain politique. Archevêque d'un diocèse qui se trouvera au cœur de la future région autonome musulmane, le cardinal Orlando Quevedo est un homme prudent. Lui, comme ses pairs dans l'épiscopat philippin, savent que l'accord de paix en discussion est une chance à saisir. Il vient de mettre en place un groupe Friends for Peace, formé de responsables locaux qui s'engagent pour la paix. Mais il a aussi déclaré qu'après tant de souffrances et de divisions, les Philippins ne pouvaient se permettre, je cite, que l'autodétermination à laquelle aspirent depuis si longtemps les Moros, les musulmans, devienne un mot vide de sens. Fin de citation. Manière de dire que ce qui sera éventuellement signé à Manille restera lettre morte tant que la paix des cœurs ne se fera pas entre chrétiens et musulmans à Mindanao. Merci Régis et à bientôt. Place au dossier. Très bonne soirée à tous. La disparition de près de 800 migrants au large de l'île de Lampedusa ce week-end en Italie est un triste rappel des catastrophes qui se jouent chaque jour en Méditerranée. Quelles propositions pour éviter ces drames? Nous en parlons avec Jérôme Vignon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Observatoire national de la pauvreté et aussi président des Semaines sociales de France. C'est bien ça. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à comprendre qui sont ces gens qui prennent le bateau dans d'aussi affreuses conditions. Bien, le pape François, que nous avons entendu à l'instant, nous donne déjà la principale des réponses. Ce sont des hommes et des femmes, parfois des jeunes comme nous, et qui cherchent à donner un sens à leur vie. Alors récemment, le Secours catholique, qui joue un rôle majeur en France et en Europe d'accompagnement de ces migrants, on dit parfois des exilés, qui sont dans leur grande majorité des gens qui méritent une protection, donc qui méritent l'asile. Il y a eu un rapport du Secours catholique qui nous aide à mieux les connaître. Pour leur grande majorité, ce sont des hommes, de jeunes hommes, entre 20 et 35 ans. Il y a aussi de plus en plus de jeunes femmes, mais disons 10% d'entre eux. Et puis également, et ceci est fort inquiétant, de plus en plus de jeunes, on appelle jeunes mineurs isolés, qui viennent souvent envoyés à l'aveuglette par leur famille, dans l'espoir que, travaillant tout de suite, eh bien, ils pourront renvoyer de l'argent dans leur patrie d'origine. C'est le cas d'Afghans et d'Égyptiens. Ils fuient quelque chose ou ils sont attirés par le mirage d'autre chose? Alors ceux qui passent en Italie, les 170 000 qui ont traversé la Méditerranée l'an dernier, et ceux qui ont parfois fait naufrage, encore ceci, ils fuient des menaces réelles, ils ont pu être torturés, persécutés, ils ont vu leurs parents, leurs femmes, leurs enfants ou leurs ascendants mis en cachot, et où ils se sentent extrêmement menacés, et donc ils fuient un véritable danger, dans leur grande majorité. Ils ressortent donc de ce qu'on appelle le droit d'asile, la protection. C'est vraiment la majorité d'entre eux, je dirais 80%. Bien sûr, il y a aussi parmi eux des demandeurs d'emploi économique qui cherchent simplement une vie meilleure, qui ne sont pas menacés, qui viennent de pays, comme on dit, sûrs, par exemple, qui pourraient venir de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, pour prendre deux pays qui ne sont pas considérés comme dangereux, encore que même au Sénégal, il y a la Casamance. Mais la grande majorité de ceux qui passent par l'Italie et qui sont recueillis parfois dans des conditions épouvantables par les gardes-côtes italiens, sont des personnes menacées de leur vie, gravement menacées. Donc Libye, alors ils viennent pour l'instant essentiellement de la Corne de l'Afrique, donc c'est l'Érythrée, un pays terrible, c'est vraiment une prison à ciel ouvert.
C'est la Somalie, où règnent les Chebabs, quand on a vu les actions il n'y a pas tellement longtemps. C'est le Soudan, surtout, dans lequel il y a 2 guerres civiles qui n'en finissent pas, alors que ce pays est très riche. Et puis, depuis quelques années, c'est aussi la Syrie et l'Irak. Donc, essentiellement, des personnes qui viennent de zones de conflit où elles sont menacées. Mais j'entends dire que pour les migrants qui sont arrivés tout récemment, et parmi ceux qui se sont noyés, les 700 qui ont péri il n'y a pas longtemps, il semblerait qu'il y ait aussi maintenant des migrants venus d'Afrique de l'Ouest pour profiter, entre guillemets, de cette béance libyenne, qui est probablement les plus graves problèmes que l'Union européenne ait à traiter. Alors justement, l'Union européenne a beaucoup insisté sur la protection de ses frontières, avec l'agence Frontex et l'opération Triton. Hier, la Commission européenne a formulé une dizaine de propositions pour stopper cette marée et puis préparer le sommet extraordinaire de jeudi. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces 10 propositions ? Elles comprennent 3 choses et qui sont toutes les 3 bonnes, parce qu'elles visent aussi ce que demande le pape, c'est-à-dire la prévention. Le pape ne nous a pas seulement demandé de la compassion, c'est-à-dire une hospitalité immédiate et un recueillement pour ses souffrances, mais il a demandé que l'Europe prévienne pour que ça ne se reproduise pas. Et dans ce sens, les 10 propositions de la Commission comportent aussi des décisions de prévention. D'abord, dans la lutte contre les passeurs, la coopération entre les organismes de justice des polices européens, Eurojust, Europol. Également, la lutte contre les filières en amont, donc la coopération avec les pays où sont implantés les passeurs. Mais aussi, une question tout à fait importante, ce qu'on appelle la réinstallation, c'est-à-dire, sur proposition du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est lui qui veille sur les camps qui sont en Afrique, qui sont en Liban, en Jordanie, en Tunisie, qui peut être aussi en Turquie. Là sont situées des personnes qui viennent de ces pays et qui sont vraiment en situation de détresse. Et plutôt que de les inciter, de les obliger, parce que les camps deviennent pleins, à traverser à leur risque et à grand péril la Méditerranée, la réinstallation, ça consiste à dire: moi, Europe, je décide que dans les 3 ans qui viennent, je prends à ma charge 10 000, 20 000, 30 000. Les chiffres sont à discuter justement dans cette réunion de jeudi prochain. Et nous les accueillons selon des clés de répartition, c'est la difficulté, à répartir entre nos États en fonction de leur capacité. Oui, on ne laisse pas l'Italie ou la Grèce se débrouiller tout seul. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle la réinstallation, sûrement pas. Mais il y a aussi d'autres mesures, comme la coopération avec les pays dits de transit, ou les pays... Par exemple, on ne pense pas à l'Éthiopie. L'Éthiopie, dont on a vu que 10 ressortissants chrétiens avaient été massacrés, c'est aussi un pays qui constitue un espoir pour l'Afrique, et cette partie de l'Afrique. La Tunisie constitue un espoir. La Jordanie, le Liban sont des pays avec lesquels on peut parler. La Turquie, aussi différente qu'elle nous soit, sont des pays avec lesquels l'Europe pourrait avoir des accords dits de réadmission pour permettre une respiration de ces migrants. Alors, le problème n'est quand même pas nouveau. Pourquoi l'Europe peine à trouver une solution ? Le problème n'est pas nouveau, mais l'ampleur qu'il a prise depuis 5 ans, une augmentation de 20% chaque année depuis 5 ans du nombre de demandeurs d'asile, ça l'Europe ne l'avait encore jamais vu. Il faut se préparer, je crois que nous avons besoin d'une vision de long terme, à une situation dans laquelle le flux d'immigration, qui de toute façon est positif compte tenu de notre démographie, comporte une part croissante de migrants. Et à cela, effectivement, l'Europe n'est pas encore prête. Ça fait partie des décisions qui concernent la mise en place d'un espace commun européen de l'asile et qui implique que nous appliquions des règles communes et que nous aidions, nous soyons solidaires des pays de première ligne, l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, que nous puissions prendre à notre charge, même s'ils arrivent d'abord dans ces pays de première ligne, que nous puissions les aider à assumer cette charge. En un mot, comment vous expliquez un peu ces discours émotifs qu'on a régulièrement dès qu'il y a un gros accident et pas de décision concrète prise ? Alors, les discours émotifs ne sont pas mauvais. Je crois que c'est toujours à partir d'une émotion que l'on peut ensuite construire. Mais évidemment, pourquoi ne construire pas davantage ? Pour une raison simple, c'est que ce qu'on appelle l'Europe, ici, ne peut rien sans ses États. Dans ces matières qui concernent l'immigration, donc essentiellement
les affaires intérieures, les ministères de l'Intérieur de chaque État, on est très proche de la souveraineté. Et donc l'Europe n'a pas de moyens en propre. Par exemple, ce qu'on appelle Frontex, ce ne sont pas des gardes-côtes qui ressortiraient, qui obéiraient à Mme Mogherini ou à M. Juncker. Non, ce sont des marines nationales, ce sont des hélicoptères finlandais, ce sont parfois des sous-marins français, ce sont des patrouilleurs italiens et grecs. Et tout ceci est mis en pool pour des opérations de courte durée, très complexes. Et les moyens de l'Europe sont vraiment proportionnés à ce que les États veulent bien donner. Et donc, c'est ça la difficulté. C'est pour ça que les décisions sont très difficiles à prendre, c'est que les États ont toujours peur que l'autre en fasse plus, pas assez, par rapport à ce qu'on fait soi-même. Donc, la tâche difficile de Mme Mogherini et de M. Juncker, c'est d'arriver à donner une perspective commune à tous ces États, à quoi ça sert ce que nous faisons à court terme et à plus long terme. Et en même temps, si nous savons ensemble à quoi ça sert, si nous avons un but commun, eh bien à ce moment-là, nous acceptons de nous répartir des charges. Alors, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pouvez me dire juste un mot sur la mission qui vous a été confiée à Calais pour gérer cette histoire de migrants? En effet, avec un préfet, Jean Haribault, qui a travaillé beaucoup dans la région du Nord, nous avons été chargés par Bernard Cazeneuve de faire des propositions pour des solutions durables à Calais. Or, Calais, c'est essentiellement un problème européen. Les migrants que l'on trouve à Calais sont les mêmes que ceux qui sont passés par l'Italie. Et donc, pour trouver des solutions durables à Calais, il faut aussi des initiatives européennes. Et je me réjouis que ce moment européen que nous connaissons donnera peut-être l'occasion de donner une dimension européenne au problème du Calaisis. Donc on en saura un petit peu plus fin mai. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour cet éclairage. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir ce programme sur ktotv.com. Et puis avec toute l'équipe, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous.